Bonjour tout le monde, bienvenue au balado C'est dans ta tête. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Myriam Bélanger, conseillère en promotion, prévention et aussi aux communications pour Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. On est un organisme voué uniquement à la promotion et à la prévention de la santé mentale. Donc, on outille les gens à prendre soin de leur santé mentale à travers différents outils, différents services, dont notre balado. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Dr. Mélissa Généreux. Merci Mélissa d'être là parmi nous. Ça fait plaisir. Donc, pour les gens qui te connaissent pas, j'aimerais ça, parce que tu as plusieurs chapeaux. Oui, tu es médecin, mais tu fais aussi autre chose. J'aimerais ça que tu nous fasses l'honneur de te présenter. Bien, je suis médecin spécialiste en santé publique, donc c'est une spécialité peut-être qu'on connaît un petit peu moins, mais qui est, ma foi, fascinante, parce que je me suis pas trompée là, quand on dit être sur son X. C'est un médecin qui travaille beaucoup dans la communauté, en prévention, donc un peu en dehors du cadre clinique. Sinon, bien, je suis professeure aussi à l'Université de Sherbrooke. Là, tout ça, ça fait une quinzaine d'années, donc je m'engage beaucoup dans l'enseignement, dans la recherche. Puis je dirais que cette heureuse combinaison-là a fait en sorte que j'ai pu, des fois, peut-être sortir un peu des sentiers battus ou voir qu'il y avait des problématiques pour lesquelles on devait un peu plus innover ou documenter les bénéfices. Donc, c'est le côté chercheur, prof, étudiant aussi qui m'ont donné des beaux coups de main et médecin dans la communauté, là, personnellement, ça m'a beaucoup enrichi dans ces 15 dernières années-là. Ah, super. Puis, justement, tantôt, on a parlé de santé mentale. Puis, avant de commencer à regarder comment est-ce qu'on peut faire pour s'accepter, premièrement, nous-mêmes, donc rien de moins qu'être soi, mais en dehors de ça, comment est-ce qu'on fait pour s'accepter les uns les autres, je crois que c'est important de définir c'est quoi la santé mentale et c'est quoi pour vous la santé mentale positive. Ça a l'air être une question facile, mais pas plus tard que la semaine passée, j'étais dans une rencontre avec plein de partenaires qui sont super experts dans le domaine, puis on avait encore un peu un échange à savoir, est-ce qu'on parle de santé mentale positive? Tu sais, c'est quoi le meilleur terme qu'on devrait utiliser pour désigner ce à quoi on veut faire référence vraiment? Je vous dirais qu'il y avait une petite tendance quand même autour de dire, bien, nommons un chat un chat. Donc, dans le fond, la santé mentale, quand on dit qu'on fait de la promotion de la santé mentale, bien, ce qu'on fait, c'est comme la promotion de la santé physique. T'sais, on n'est pas obligé de rajouter le mot positif normalement. Je fais pas de la promotion de la santé cardiovasculaire positive. Là, normalement, en soi, le mot santé cardiovasculaire, on sait que c'est quelque chose de positif. Mais la santé mentale, à mon avis, et à l'avis de quand même plusieurs autres personnes, c'est quand même aussi ça. C'est un concept qui est très, très différent du trouble mental ou de la maladie mentale. C'est deux choses qui peuvent même coexister dans le sens qu'on peut avoir reçu des diagnostics puis finalement considérer que notre santé mentale va très bien. Là. Donc, c'est deux axes complètement différents. Moi, je me fie beaucoup à la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Ça fait quand même plusieurs années qu'ils roulent sur cette définition-là, qui définit la santé mentale comme trois grandes composantes. Là, essentiellement, avoir une bonne santé mentale, c'est quand on sent qu'on a ce qu'il faut pour s'épanouir ou sentir qu'on peut atteindre nos ambitions, notre potentiel selon ce qui est important pour nous dans la vie. Après ça, c'est ce qu'on a ce qu'il faut pour avoir une certaine gestion de nos émotions, être capable de faire face un peu au stress du quotidien. C'est sûr qu'un grand stress, tout le monde va être bouleversé, mais on se sent quand même assez résilient face à un stress de base. Puis le troisième aspect hyper important de la santé mentale, c'est de sentir que on fonctionne bien dans la société, qu'on a un sentiment qu'on contribue, que ce soit comme étudiant, comme travailleur, comme voisin, voisine, citoyen de notre communauté. Donc, c'est ça, la santé mentale. Donc, moi, en tout cas, quand j'entends cette définition-là, je me dis, on en a toutes une santé mentale. On en a tous le matin quand on se lève, quand on se couche. Puis, savez-vous quoi? Elle aussi, cette santé mentale-là, du matin au soir, d'une journée à l'autre. Pareil comme notre santé physique, notre mal de tête peut osciller, notre mal de dos peut être là, peut être pas là. Donc moi, je rêve du jour où on va être capable de parler de la santé mentale, pareil comme qu'on parle de notre mal de dos. Ouais. Puis dire, hey, aujourd'hui, pouf, tu sais, c'est 7 sur 10, là, mon mal de dos, mon mal de tête. Donc, tu sais, ça se pourrait que je sois un petit peu moins productif, ça se pourrait qu'on baisse un peu les attentes. Puis écoute, 2 semaines après, j'ai pris soin de moi, je suis 0 sur 10. Ah ouais, amenez-moi-en des défis. Ça serait vraiment chouette qu'on puisse parler de la santé mentale comme ça aussi. Tellement, tellement. Cette ouverture-là de dire « Hey, je me situe là, est-ce qu'on peut se réajuster? » Ça m'emmène justement à me questionner parce qu'on est dans un monde où est-ce qu'on se dit « Bon, il faut aller vite, il faut être bon. » On se dit « J'aimerais donc bien ça être la meilleure version de nous-mêmes. » On l'a tout déjà lu à quelque part. On se l'est tout déjà dit probablement.
Dans un monde où est-ce que c'est ça qui nous est véhiculé énormément, comment est-ce qu'on peut favoriser justement de s'accepter soi-même? Bien, c'est tellement important ce que tu dis parce que le bonheur, des fois, en fait, moi, la question, quand tu dis ça, c'est être la meilleure version de soi-même. C'est un peu aussi atteindre son plein potentiel. C'est avoir une série de réussites. C'est être heureux, avoir toujours du plaisir. Tu sais, c'est-tu vraiment réaliste? Ben non, ça l'est pas. Vraiment. Puis ce que je trouve un peu dommage, c'est que, tu sais, des fois, on parle de la marchandisation du bonheur, puis je vais sûrement avoir l'occasion de revenir sur les réseaux sociaux dans notre conversation parce que ça teinte complètement notre rapport à nous-mêmes, mais aussi à tout ce qui nous entoure. Les réseaux sociaux accentuent ça, cette notion-là de on marchandise le bonheur. On est comme porté à regarder autour de nous, puis à avoir l'impression qu'il nous faut un abonnement au spa, puis qu'il faut qu'on performe dans toutes les sphères de notre vie pour vraiment justement être, et qu'on soit aussi en même temps zen, puis qu'on pratique la pleine conscience de façon assidue avec un coach personnel, etc. J'ai rien contre aucune de ces actions-là, ceci étant dit, mais c'est peut-être pas réaliste de penser qu'on peut cocher toutes les cases. Puis au bout du compte, j'ai l'impression que ça a l'effet inverse, ça nous stresse davantage, parce que si on met la barre là, puis qu'on se dit que, mon Dieu, si je me sens pas toujours pleinement heureux, pleinement épanoui, pleinement satisfait, je n'ai pas toujours du plaisir à 100% de ma vie, donc c'est raté, j'ai pas réussi à atteindre le bonheur. Ouais. C'est pas une cible. Donc, dans le fond, moi, j'aime mieux, je me plais à dire que le bonheur peut être la meilleure version de soi-même. En tout cas, je l'utilise pas vraiment parce que je trouve que c'est irréaliste, mais le bonheur, pourquoi on le perçoit pas juste comme la santé mentale, le bien-être, c'est-à-dire, je reviens, être capable de sentir qu'on se rapproche de ce qu'on voudrait atteindre, notre potentiel, qu'on sent qu'on est capable de faire face à du stress, qu'on sent qu'on joue un rôle qui nous convient dans la société. C'est ça, dans le fond, la santé mentale ou le bonheur ou le bien-être, qui, pour moi, pourraient tous être traités un peu comme des synonymes. Puis à partir du moment qu'on le voit comme ça, ben notre but, c'est juste de sentir justement qu'on joue un rôle, qu'on atteint on est sur la bonne voie, on est satisfait par rapport à notre vie. On n'est peut-être pas toujours super exalté et content, puis avec plein de plaisir, mais on se sent quand même peut-être plus serein, je dirais, équilibré, serein. C'est peut-être plus les mots qui, selon moi, se rapprochent d'une bonne santé mentale. Oui, bien c'est vraiment de tendre dans cet équilibre-là. Puis justement, tu as parlé de réseaux sociaux. C'est beaucoup là-dessus qu'on voit ces comparaisons-là, où est-ce qu'on va se dire « Mon Dieu, l'herbe est vraiment plus verte chez le voisin. » là. Ou « Oh mon Dieu, telle personne a été capable de se booker pour la 4e fois cette année un voyage. Moi, si je suis capable de voyager dans la ville à côté, c'est une bonne semaine. » Fait que dans ce moment-là, comment est-ce qu'on peut se protéger justement de cette marchandisation-là du bonheur, puis se ramener à l'importance des petits bonheurs, finalement, de reconnaître qu'est-ce qu'il y a de bon autour, puis de se dire c'est suffisant. Mm-hmm. Bien, c'est sûr que c'est un énorme piège, les réseaux sociaux. Là. Tu sais, des fois, je me dis, il y a les défis pause ton écran, mais des fois, on devrait se lancer le défi que pendant une semaine, on partage des choses bien plates puis bien ordinaires de la vie. Ça, ça serait un très beau défi aussi. Je ne sais pas si les gens embarqueraient, mais tu vois, j'ai par exemple des professeurs qui me disaient qu'au retour des vacances, des semaines de relâche ou du temps des fêtes, les étudiants ou les élèves qui avaient fait juste des choses ordinaires, ils s'étaient reposés, il y avait eu du fun, mais c'était ordinaire, sentaient que leurs vacances avaient été ratées parce qu'ils se comparaient avec des gens qui revenaient toujours de faire des voyages toujours les plus extraordinaires les uns que les autres. Donc, c'est quand même assez parlant. Puis ça vient aussi, je pense, cette comparaison sociale-là qui est vraiment mise de l'avant par les réseaux sociaux, ça vient nuire à notre estime de soi, ça vient nous amener dans une culture de performance, de productivité, parce que dans le fond, on veut l'atteindre. C'est même un matérialisme. Oui, absolument. Moi aussi, je veux ce voyage-là. Moi aussi, je veux je sais pas, ces vêtements-là ou cet équipement-là. Ou moi aussi, je vais avoir ce bonheur-là qui semble toujours meilleur que celui que nous, on a. Puis, je trouve que ça a plein de conséquences. De vouloir toujours viser ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça nous amène à vouloir travailler davantage, mais les jeunes nous disent souvent ça, travailler, mais pas tant pour placer de l'argent pour l'avenir. Bien, une certaine partie, oui, mais c'est souvent pour pouvoir être heureux aussi, comme si... Pour avoir l'expérience, parce qu'il y a beaucoup de ce sentiment-là, je pense aussi de fear of missing out, là, vous m'excuserez mon anglais, mais c'est vraiment ça, le faux mot, là, la peur de manquer quelque chose, mais plus ça va, je pense, il y a aussi des gens
notamment des gens qui sont sur les réseaux puis qui gagnent leur vie comme ça, qui parlent du contraire. Donc, du JOMO, the joy of missing out. Puis, ce plaisir-là, justement, de dire comme, hey, j'ai pas fait partie de ça, puis c'est bien correct. Tu sais, je pense qu'au final, il y a aussi de ça, de se permettre le droit à la déconnexion, du moins, c'est ce que j'en comprends, puis également, peut-être de suivre des gens qui nous font sentir bien. Exactement. Puis moi, je pense que de comprendre un peu comment les réseaux sociaux fonctionnent, tu sais, c'est la base, puis des fois, on a tendance à l'oublier, mais c'est pas les gens qui publient qui sont dans le tort. Là. On s'entend que les réseaux sociaux sont là pour nous fidéliser, ils sont là pour qu'on passe le plus de temps possible. Donc, les algorithmes, on le dira jamais assez, sont réfléchis pour générer des émotions. Donc, c'est sûr que si je vois une belle plage avec des palmiers, je risque de juste spontanément, intuitivement passer plus de temps. Puis là, ben la plateforme réalise, ça l'intéresse des photos de voyage. Donc, à chaque fois, je vais voir plus de photos de voyage. Puis c'est là que je vais devenir un peu tristounette, là, de me rendre compte que moi, je suis pas allée en voyage, donc ma vie, c'est raté. Donc, il faut vraiment être conscient qu'on se fait manipuler. C'est plate à dire. Je veux pas... c'est ça, c'est là, l'objectif est quand même assez clair de la part des géants du web, c'est de nous faire passer le plus de temps. Puis pour passer du temps, c'est parce que ça a généré des émotions négatives, des émotions positives, mais ça nous amène à être surexposés à quelque chose qui est de moins en moins le reflet de la réalité, mais de plus en plus le reflet de ce qui vous fait vibrer, soit positivement, soit négativement. Donc, une fois qu'on comprend ça, je pense que ça permet de se dire, bon, c'est un voile. Ce que je vois, c'est pas la réalité. Mais moi, maintenant, quand je vois une photo de voyage, puis je me dis, j'ai pas le goût de tomber là-dedans, je passe vite. Là, oui, c'est ça. On peut filtrer, là. On peut filtrer ce qu'on voit. Puis, effectivement, je pense que c'est bon d'avoir cette pratique-là, de se dire, c'est mathématique. C'est carrément mathématique, ce qui nous est montré, là. C'est assez inquiétant, je dirais. Là, avec l'intelligence artificielle, c'est encore plus puissant, de plus en plus. Donc, s'il y a quelque chose, je dis pas que, tu sais, j'aime bien les réseaux sociaux, puis ça peut avoir une belle utilité, mais ce qu'on aime personne, je pense, ici dans la salle ou ceux qui nous écoutent, c'est de sentir qu'on se fait manipuler, puis sentir que ça nous amène dans une réalité virtuelle qui nous laisse croire que c'est la vraie vérité, puis que ça affecte notre santé mentale, notre impression d'être heureux ou pas. Donc, ça, moi, j'accepte un peu moins. Puis je pense que c'est important qu'on se rende compte que notre tissu social, il peut être affecté par les réseaux sociaux. Donc, on a ce devoir-là d'en parler beaucoup puis d'être prudent. C'est pas de les éviter, ça fait partie de la vie. Puis, comme je dis, il y a plein d'avantages. C'est balado. Le balado. Il y en a plein d'avantages. On peut se connecter avec plein de gens, on peut trouver des belles communautés d'appartenance, mais c'est ça, il faut faire l'effort d'aller au bon endroit. Ces influenceurs-là, par exemple, qui ont cette influence positive, qui vient démystifier des jeunes journalistes, justement, qui se lancent sur leur compte, sur leur plateforme, puis pour parler de certaines choses qu'ils n'entendaient pas parler avant, ça a tellement du positif. Fait que c'est justement de regarder peut-être qu'est-ce que je regarde comme contenu, à quoi je donne de l'importance. Puis, justement, de se rappeler que le bonheur, là, il est dans tout, finalement. Pas juste dans le voyage, pas juste dans le traitement de spa. Puis, pas besoin d'aller au spa pour se sentir bien, là, finalement. Là, à la fin de la journée... c'est belle fun. C'est le fun. Je le recommande. Mais c'est pas nécessaire pour bien vivre puis être heureux, finalement. Puis moi, une autre chose sur les réseaux sociaux, tu sais, déjà, le rapport qu'on a à soi-même peut être affecté, justement, le regard qu'on pose sur notre propre vie, sur notre propre bonheur, là, qui peut avoir l'air faible ou affaibli par rapport à la comparaison aux autres. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est le rapport aux autres. Parce que là, on le sait qu'encore une fois, l'intelligence artificielle, les algorithmes nous amènent à justement tomber un peu dans des chambres d'écho. Là. Plusieurs ont sûrement déjà entendu parler de ça. Donc, comme je disais, les émotions fortes sont générées. Donc, des fois, c'est des chambres d'écho négatives aussi. Là. Tu sais, il y a plein de sujets polarisants où est-ce qu'on voit quelque chose qui nous choque. Donc là, on a tendance à y aller. Puis là, tout d'un coup, on a l'impression que tout le monde a la même position choquante. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas le reflet de la vraie vie. Puis là, bien, ça peut nous amener à développer une certaine colère envers cette position-là ou l'inverse, avoir l'impression qu'il y a plein de gens qui comprennent comment nous, on se sent. Puis là, tout d'un coup, on appartient de plus en plus à une certaine idéologie ou une pensée qui de plus en plus devient polarisée ou un peu plus extrême. Donc ça, moi, ça me fait extrêmement peur parce que s'accepter, c'est important, mais il faut aussi être capable d'accepter les autres, accepter les idées différentes de nous. Et ça,
c'est vraiment pas dans la voie vers laquelle on se dirige, la bonne voie, je dirais, avec les réseaux sociaux qui, au contraire, veulent nous polariser, nous rendre plus extrêmes. Encore une fois, parce que tu as bien plus le goût, comme moi, je vous le dis, je suis soignée au Québec ces temps-ci, peut-être parce que je suis médecin, puis c'est une page sur Facebook là, qui discute beaucoup là, de sujets comme la loi 2 et ce genre de trucs là, qui peuvent nous toucher, qui sont très polarisants. Mais c'est sûr que quand je vais là-dessus, c'est parce que ça me réconforte, parce que je vois plein de gens, mais faut que je fasse l'effort de me dire, c'est pas tout le monde qui pense comme ça, puis il faut prendre la peine de regarder les deux côtés de la médaille, sinon on n'est plus vraiment ouvert au dialogue, puis on est de moins en moins ouvert aux idées des autres, puis on accepte un petit peu moins les gens qui pensent pas comme nous. Bien, oui, justement, je me disais, au Québec, justement, je pense que ça paraît encore plus sur les réseaux. Honnêtement, j'ai bon espoir que dans le day-to-day, dans la vie de tous les jours, on a quand même une certaine acceptation envers les autres, une ouverture, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut continuer de travailler. Parce que, justement, dans les discours, c'est de plus en plus d'un extrême à l'autre, finalement. Il y a très peu de nuances de gris. Dans ce contexte-là, où est-ce que ça peut être difficile, confrontant même, puis des fois, c'est parce que ça vient choquer au niveau de nos valeurs fondamentales. Tu sais, des fois, ça vient shaker des choses qu'on a appris dès le plus jeune âge. Comment c'est possible, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, de justement favoriser là, cette acceptation de l'autre. Se mettre en position de « Écoute, je suis pas d'accord nécessairement avec ce que tu me dis, mais je suis ouvert. Je dis je pense. Dans le fond, c'est niaiseux parce que c'est pas... Ce que je pense, c'est pas tant important, mais les grandes institutions mondiales, canadiennes, ont décrété que dans les plus grands risques de la planète, dans les pays industrialisés, développés, sur le court terme, c'est la polarisation et la désinformation, plus que tout autre type de menace, donc c'est quand même peu dire. Puis ça, oui, on parle des réseaux sociaux, c'est un accélérateur, un catalyseur, mais il y a aussi plein d'autres choses. Là, le fait qu'on est... Moi, je m'intéresse beaucoup à l'effet des crises. Oui, la pandémie en a été toute une, c'est venu nous bouleverser à plusieurs égards. Puis on dirait que depuis la pandémie, c'est une crise après l'autre. Tu sais, des crises que je qualifierais plus de sociales. Si on va dans l'aspect de l'économie, la hausse du coût de la vie, ça rend super insécure. La crise climatique, évidemment, juste de penser, pour nos jeunes générations, entre autres, de penser au futur, ça va avoir l'air de quoi? Ça va-tu s'empirer? À quel point la qualité de vie va être au rendez-vous? Le conflit géopolitique, j'ai même pas le goût de nommer les noms de famille associés à ça, parce que je suis sûre que vous avez les mêmes noms que moi en tête, qui deviennent extrêmement stressants aussi. C'est juste quelques exemples pour dire que ça, c'est le monde dans lequel on vit. Puis quand on est dans un contexte de crise, c'est démontré, puis on l'a bien vu avec la pandémie, que la plupart des gens, on n'est pas super à l'aise avec l'ambiguïté. Tu sais, là, peux-tu me dire, c'est noir ou blanc, là? Qu'est-ce que je fais, là? On se confine ou on se confine pas? Tu sais, toutes ces questions-là, c'était hyper difficile. Puis, où est-ce que les gens allaient chercher le plus de réconfort? C'est quand on a des réponses claires et souvent simples. Mais est-ce que c'est si simple que ça, la réalité? Donc, tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est que la crise, les multiples crises font en sorte que, naturellement, les gens sont portés vers moins d'ambiguïté puis des recherches de réponses simples. Puis souvent, les réponses simples sont des réponses peu nuancées, donc qui viennent d'idées un peu plus polarisées. Donc, c'est juste... Puis moi, je trouve que quand on dit ça, moi, ça m'aide à être un peu plus indulgente. Tu sais, dire, dans le fond, la plupart des gens, on n'est pas mal intentionnés. C'est anxiogène, ce qu'on vit. On a besoin de réponses, on a besoin d'être rassurés. Donc, ce besoin de réponse-là nous amène à trouver. Puis en plus, les réseaux sociaux disent « Parfait, moi, j'en ai plein de réponses pour toi. Puis en plus, je te bloque l'accès aux médias traditionnels. Donc, c'est super fiable. » Puis au bout du compte, bien, on reste pris là-dedans. On a l'impression que ça nous apaise sur le coup parce que là, on a l'impression qu'on comprend mieux. Mais au bout du compte, ça a un peu l'effet inverse. Puis c'est ça qui est important de reconnaître. De se sentir de plus en plus polarisé, ça mène à une colère, ça mène à s'isoler de certains groupes, ça vient défaire un peu le tissu social. Donc, au bout du compte, ça n'a pas l'effet escompté parce qu'on accepte un peu moins ou de moins en moins d'autres groupes. Donc,
faut vraiment prendre un pas de recul puis réaliser que c'est pas nous le problème comme personne, mais qu'il y a plusieurs ingrédients à l'échelle de nos sociétés, pas juste du Québec, là, de partout oui, sur la planète, qui sont réunis. Donc, il y a un piège ici, il faut en être conscient, il faut se le rappeler. Puis moi, ça m'aide un peu plus à accepter aussi le fait que des gens tombent dans ce piège-là, puis c'est tout à fait récupérable là, une fois qu'on en prend conscience. Oui, c'est ça. Donc, la première étape, finalement, c'est vraiment de se dire, OK, je vais prendre un pas de recul, je vais m'ouvrir, puis je vais regarder, est-ce que ça se peut que la personne en face de moi aussi soit prise justement dans ce tourment-là, ou est-ce que, elle avait besoin d'une réponse, puis elle l'a trouvée, puis c'est confortant. Puis je pensais aussi de se remettre en question, de se dire, est-ce que ça se pourrait que j'aille pas nécessairement la bonne réponse? Ou ça se peut que je change d'idée, finalement? Oui, c'est sûr, mais j'ai l'impression que quand on est déjà pris dans un peu le cycle où on est un peu plus polarisé, de dire, ça se peut-tu que j'ai pas la bonne réponse, ça se peut-tu que la personne en face de moi ait raison, ça demande quand même un effort assez difficile. Oui. Mais je pense que de dire, ça se peut-tu que la personne en face de moi soit au bout du compte bien attentionnée, puis elle est beaucoup plus que son opinion, son idée. Puis moi aussi, je me définis pas uniquement par ça. Puis probablement qu'au fond, on vit les deux des incertitudes, des angoisses, puis on a juste trouvé des réponses de façon différente, où notre vécu nous a amené à avoir des positions différentes. Donc, je pense d'être plus indulgent, de l'empathie, de comprendre qu'il y a différentes façons d'arriver à des idées ou des modes de vie ou des choix qu'on fait. Je pense que ça peut vraiment être une voie de salut là, pour être capable d'avoir, par exemple, un souper de famille ou une réunion autour de la table à café à la job sans s'entretuer autour d'un sujet où la moitié des gens sont d'un bord. Sans que ça soit trop enflammé, puis là, ça se met en petite gang de... Quand c'est nordique canadien, c'est pas pire, là, mais au-delà de ça, il me semble que quand j'étais jeune, ça se limitait à ça. Oui, mais là, c'est un petit peu plus large. Mais effectivement, je pense que tu l'as bien résumé, c'est se concentrer aussi sur qu'est-ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous différencie. Tu sais, au final, probablement qu'on a des opinions très différentes, mais que c'est basé sur des choses qui sont communes. Puis des fois, on sera peut-être pas d'accord sur tout, mais au final, justement, on a parlé de hockey. Si t'aimes les Nordiques, j'aime les Canadiens, au final, on aime le hockey, on peut se concentrer là-dessus. Exactement. Puis, tu sais, dans un contexte où on vit des crises, c'est dommage que tout nous amène à se diviser parce qu'au bout du compte, quand on regarde les principes de la résilience des communautés, c'est ce qui est le plus important, de rester réseauté, de ne pas s'isoler, de créer des liens, de collaborer, de la cohésion. Ce sont les ingrédients majeurs. C'est pas tant ce qu'on va faire ou le résultat qui compte le plus que le processus où est-ce qu'on s'unit ensemble. Donc, je l'ai vu. Entre autres, là, je ne veux pas toujours revenir sur la tragédie de Lac-Mégantic, mais c'est juste que des fois, l'expérience terrain nous amène à comprendre. C'est un bel exemple de résilience communautaire aussi. Là, mais qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Je veux dire, il y a comme deux façons quand on vit des grandes crises, puis c'est pas une ou l'autre. Des fois, on oscille entre les deux trajectoires, mais j'étais tombée sur une série d'articles très intéressants qui parlaient devant une grande crise, on peut tomber vers une trajectoire qu'on qualifierait un peu plus de corrosive versus thérapeutique. J'ai dit, oh mon Dieu, nous, ça nous parlait notre équipe parce que, encore une fois, il y avait plusieurs ingrédients qui étaient réunis pour qu'on tombe dans l'aspect un peu corrosif. Puis corrosif, là, je parle, mais là, c'est plus tant mégantique que pendant la pandémie. J'ai fait, j'ai un petit air de déjà vu, puis finalement, je le revois presque tous les jours maintenant. Mais corrosif, c'est quand tu es dans une logique dont on cherche des coupables, on n'est pas bien avec la situation, on cherche des réponses en essayant d'incriminer qui. Donc, on se met un peu à être en mode repli, un peu en mode méfiance. On veut pas trop avoir d'aide de gens de l'externe parce qu'on dit, tu sais, est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? Donc, on est plus dans cette position-là, ce qui est, encore une fois, tout à fait naturel. C'est un piège. C'est pas parce qu'on n'est pas des bonnes personnes, c'est parce que tout nous amène vers là. Alors qu'il faut prendre la voie autant que possible, pas corrosive, thérapeutique, où est-ce que on se dit non, on est tous dans le même bateau, on souffre chacun à notre manière, puis on va travailler ensemble, on va se faire confiance, on va miser sur nos forces plutôt que de regarder nos éléments de différence. Ça paraît hyper logique à dire, mais on reconnaîtra que chacun, puis de même dans vos crises personnelles, c'est comme ça que ça se passe à une chicane de famille, comment que des fois c'est plate, ça part d'un élément, puis 5 ans après, on se rend compte qu'on s'est jamais reparlé. Souvent, c'est ça. On se voit plus. Mais c'est pas ça qu'on voulait au départ. Oui, ça fait que c'est de se concentrer sur ce qui nous rassemble.
À l'égard de tout ce qu'on a discuté, on a parlé vraiment du volet individuel, du volet un petit peu plus des performances, que ce soit au travail, dans la vie personnelle. On a parlé aussi l'aspect communautaire, comme quoi, quand on se rassemble, bien, ça peut faire du bien, autant s'accepter soi-même, mais aussi sentir qu'on fait partie d'un groupe finalement. À travers tout ça, j'ai le goût de te demander, pour clore tout ça, est-ce qu'il y aurait un mot, une citation, une image, quelque chose que tu dis, s'il y a une chose à retenir de ce balado-là, ce serait ça? Bien, du balado, je sais pas, mais une chose que moi, ça m'a complètement transformée dans ma façon de voir et d'agir au niveau professionnel, puis j'oserais même dire au niveau personnel, c'est que j'ai toujours été une fille de résultats. Tu sais, jamais montrer, regardez, on va agir, puis on va faire ça vite et bien, puis on va avoir des résultats, jusqu'à ce que je comprenne que le processus, la façon de faire était autant, sinon plus importante que le résultat. Donc, le chemin qu'on parcourt, les éléments qu'on met en place, c'est ça qui crée du bien-être. Donc, une citation, à un moment donné, que j'ai trouvée, qui est peut-être pas mot à mot parfaite, mais je sais même pas qui a dit ça, mais je l'ai vu, je dis, ben voilà, c'est de dire que le désir de vouloir bien faire les choses, c'est un puissant moteur, mais celui de juste vouloir faire du bien est plus puissant encore. Puis maintenant, je le mets dans toutes mes conférences, partout, puis je me rappelle comme un mantra, Mélissa, essaye de juste faire du bien au lieu de juste vouloir bien faire les choses. Ça change complètement la perspective et jusqu'à date, on ne s'est jamais trompé en agissant de la sorte. Oh wow! Bien, merci beaucoup, Mélissa. C'était vraiment super riche comme échange. Pour les gens dans la salle, on va passer à la période de questions. Si vous avez des questions. Donc, peut-être juste le reformuler pour les gens qui n'auraient pas entendu. Donc, c'est un peu dommage, dans le fond, le commentaire est-ce qu'il faut toujours attendre une crise pour avoir tendance à se regrouper, se rassembler, être plus dans la cohésion, puis après ça, la crise s'estompe, puis on a tendance à revenir chacun un peu en mode un petit peu plus individualiste. C'est vraiment un bon point. Mais c'est parce que je veux pas avoir l'air désillusionnée par rapport à l'humanité, mais d'une chose un peu plate comme réponse, mais on est dans un monde de crise, donc la bonne, mauvaise nouvelle, c'est qu'elles sont là, les crises, puis sincèrement, je vois pas trop, on est comme embarqué dans un cycle, tu sais, ne serait-ce que les enjeux climatiques, l'avenir de nos jeunes, les enjeux financiers, tu sais, au niveau politique, j'ai de la misère à croire qu'on va sortir de cette ambiance-là là, pour la prochaine décennie, donc ça me pose plus ou moins un problème, ou je pense pas que le contexte de crise va s'enlever, mais je trouve que pendant la pandémie, par exemple, tu sais, puis ça, c'est une réaction émotionnelle collective qui est classique. Je me rappelle tellement de ma famille au départ, là, qui avait les arcs-en-ciel, puis les hashtags, ça va bien aller. Puis là, il y avait c'était beau, hein, quand même, au début, la sensation qu'on était tous ensemble, unis. Puis là, moi, j'avais mon schéma un peu théorique, là, on est un peu sur la lune de miel, puis ça serait tout à fait normal et attendu qu'on ait une baisse aussi collective de notre humeur, de notre état émotionnel, puis que là, on se mette à se désillusionner, puis qu'on, tu sais, un peu revenir chacun pour nous, puis avec les divisions qu'on a pu observer. C'était prévisible, tu sais, donc c'est arrivé. Puis en plus, c'était la première grande crise dans les pays industrialisés où on était à l'ère des réseaux sociaux. On savait pas trop, c'était comme une grande expérience sociétale vécu là, en direct, puis on a vu que ça a été un catalyseur de quelque chose, une démobilisation quand même assez importante. Fait que je pense que le risque en ce moment, c'est justement là, qu'on le voit un peu, on tombe dans un mode de plus en plus l'intérêt très individuel, l'intérêt très capitaliste, tu sais, la performance, on est moins dans la qualité de vie que dans ce qu'on va générer, ce qu'on va avoir comme réussite. C'est le résultat, la productivité qui va compter davantage. Juste ça, il y a quelque chose à faire, là. Il y en a des municipalités, puis encore une fois, c'est pas parce que je veux vanter Lac-Mégantic, mais on en a vécu des crises, cette ville-là. Puis voyez-vous, c'est une des seules villes en Amérique du Nord qui a l'étiquette Citaslow, là, C-I-T-T-A-S-L-O-W, ça vient d'un mouvement de ville à l'origine en Italie où on
on célèbre là, un peu le slow life, être capable de vivre le moment présent, ralentir, qualité de vie plutôt que juste productivité. L'économie devient pas juste le seul moteur, vraiment l'environnement, ce qu'on offre aux gens, l'aspect agroalimentaire, célébrer les producteurs locaux, tu sais, quelque chose qui est très, qui est une croissance qui n'est pas juste économique en termes de dollars, mais en termes de croissance, de bonheur et de bien-être dans la communauté. C'est complètement une autre perspective, mais il n'y en a pas beaucoup, là, des villes qui sont dominées par cette idéologie-là. Donc ça, ou un milieu de travail pourrait très bien décider là, de rechercher davantage l'équilibre puis de se dire, ben moi, ma réussite sera le taux de rétention. Tu sais, j'aimerais tout ça, moi, qu'un milieu de travail se dise, au lieu de juste regarder c'est quoi ta croissance nette, là, puis c'est quoi combien tu vends par année, puis c'est quoi ta croissance. C'est tout le temps ça qu'on entend pour dire qu'une entreprise va bien, mais ça serait-tu chouette de dire, non, moi, j'aimerais ça savoir, tes employés, c'est quoi ton taux de rétention? Puis si je les sondais, c'est quoi ton pourcentage d'employés qui est bien au travail, puis qui trouve que tu es un bon employeur? À quel point tu as des valeurs locales, à quel point tu es durable dans ton approche. Ça pourrait très bien être des mesures là, qu'on utilise pour qualifier une entreprise de prospère et de productive. Mais en ce moment, je pense qu'il y a vraiment des enjeux à l'échelle plus haut que nous, à l'échelle sociétale, qui valorisent encore beaucoup des valeurs capitalistes, individualistes, puis beaucoup et même plus qu'avant. Donc, j'ai malheureusement pas une vision très optimiste là, par rapport à notre capacité de se mobiliser et être en cohésion en l'absence de crise. Je crois sincèrement qu'à petite échelle, des milieux de travail, des communautés, des familles, donc l'appartenance, le sentiment d'appartenance fort, la cohésion, tous les ingrédients un peu de la résilience communautaire qui sont réunis, la communication qui demeure, les gens qui sentent qu'ils ont un certain pouvoir d'agir, qui peuvent contribuer à leur façon. Tout ça va faire en sorte que les gens continuent à adhérer au projet. Il y a cette vision commune-là, puis c'est pas parfait, là. Je suis pas en train de dire que tout le monde est 100% heureux là, dans cette ville-là, mais cette base-là, effectivement, on constate qu'elle est demeurée présente, puis même que pendant la pandémie, c'était quand même beau à voir, c'était pas parfait, mais quand on a eu besoin de tous se réunir, parce qu'il y avait des enjeux XY, ces mécanismes-là existaient déjà. On se connaissait, on se faisait confiance. On n'était pas dans le corrosif, on était dans le thérapeutique. On s'est réunis, on a trouvé des solutions. Il y avait quelque chose de beau. Je me suis dit, ça blesse, ça cause des fois des séquelles au niveau psychologique chez des gens, mais ça crée quand même un tissu social qui, après ça, reste fort pendant plusieurs années. Oui. Puis, si je peux me permettre, là, on en parlait justement avant le balado, Mélissa et moi, mais on se parlait notamment dans les milieux de travail ou même juste dans la vie de tous les jours. Parfois, ce qu'on entend des employeurs, c'est « Ah ben il faudrait que j'organise un gros party de Noël, mais là, on est dans un contexte de coupure, qu'est-ce que je vais faire? » Mais juste un merci sincère dans la vie de tous les jours d'un collègue de « Hey, ça va », des discussions, je prends 5 minutes pour savoir comment ça s'est passé ta fin de semaine, de vraiment se soucier de l'autre. Avant que ça va pas bien, ça crée justement ce sentiment d'appartenance-là, puis que ce soit dans les familles, que ce soit au travail. C'est ça qui fait toute la différence quand, justement, aussi, quand il arrive une crise, on est capable quand on est plus serré, on est capable de se dire, OK, ben je vais utiliser tes forces, je prendrai tes forces on va se mettre ensemble, on va allier nos forces, puis c'est là que on va se mettre rapidement en mode solution, puis que ça va bien aller, justement. Fait que le merci, pour vrai, ça coûte pas cher. Bien, le merci, la reconnaissance dans les faits et gestes aussi, la cohérence. Moi, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est ressorti très fort dans un contexte où on est ébranlé, mais même dans les défis du quotidien, les gens vont être pas mal plus capables d'en prendre en termes de charge de travail si pour eux, ça fait sens. Puis pour que ça fasse sens, oui, il y a la mission, il y a ce qu'on accomplit là, comme geste, si c'est en accord avec nos valeurs et tout ça, mais la mission de notre organisation, puis la cohérence interne entre notre mission qu'on affiche publiquement, puis comment on interagit au quotidien. Puis là, je suis certaine que ça sonne des petites cloches. En tout cas, moi, ça en sonne chez nous parce que c'est pas toujours facile, surtout dans des grandes organisations qu'on n'est pas obligé de nommer. Il y en a plein de grandes organisations au Québec, mais des fois, entre la mission première puis comment au quotidien ça s'opérationnalise, il y a des petites quêtes de sens là, qui se perdent là-dedans pour les employés. Donc ça, fondamental. Trouvons-nous un projet commun, essayons de l'intégrer. Puis des fois, je donne un exemple. Tu sais,
Nous, pendant la pandémie, c'était absolument pas mal intentionné. Puis on a tout corrigé ça après, mais dans mon organisation, à un moment donné, on reçoit un courriel, tous les employés de l'organisation, pour dire, cette année, pas de fête d'Halloween, pas de fête de Noël. Quelque chose comme ça. C'était pas dit comme ça, mais moi, c'est comme ça que je l'ai reçu parce que j'étais fatiguée, j'étais un peu... en tout cas, je sais que c'était pas écrit comme ça, mais on l'a tous un peu reçu comme, mon Dieu, on se fait punir, ou que c'est ça. Puis finalement, la personne, c'était plus quelqu'un qui travaille en prévention des infections, qui voulait passer un message, dire, cette année, c'est peut-être pas une bonne idée de donner des plats de bonbons, puis les costumes qui traînent partout, puis le sapin de Noël avec les boules, puis là, tout le monde va toucher à ça, puis ça transmet la COVID. C'était ça l'idée, là. Mais c'est pas comme ça que personne l'a reçu. Donc, on lui a expliqué, puis la personne a dit, ouais, mais moi, là, je travaille pas en santé mentale, moi, je travaille en prévention des infections. Je dis, ben c'est ça. Non. On est tous des acteurs de la santé mentale dans un milieu de travail. T'sais, que tu sois la personne au com, que tu sois un directeur des ressources humaines, que tu sois dans la gestion des immobiliers, on est tous des professionnels, des acteurs de la santé mentale, on a tous un rôle à jouer. Puis ça, si on le réalise, la personne a dit, mon Dieu, j'avais pas réalisé. Puis elle nous a renvoyé un beau mémo aux 20 000 employés. Quand même, là, ça peut avoir un bel impact pour dire, finalement, le sapin, peut-être plus dans un coin, puis bon, peut-être une personne qui met les boules, puis peut-être pas de panier de bonbons, mais si l'idée vous prend de donner des petits sacs, puis de bien vous désinfecter les mains, parfait. Et puis vous pouvez mettre un petit chapeau, là, en autant que vous ne le passez pas d'une tête à l'autre. Donc, finalement, on a réussi à se parler, se comprendre, mais pour moi, ça a plus d'impact au quotidien sur le bien-être au travail, sur la santé mentale, que d'avoir accès à une séance de yoga un jeudi par mois. Oui. Certainement. Donc, l'idée, c'est de voir comment au travail, on peut être moins dans une logique de performance, comparaison, puis avoir un climat qui nous encourage à cultiver le bien-être au quotidien. Bien, encore une fois, il y a différents niveaux d'influence. Là, c'est sûr que moi, j'ai tendance, comme médecin de santé publique, à avoir un regard très sociétal, puis des fois, ça peut être décourageant, mais après ça, il y a quand même des choses qui sont dans notre levier d'un peu plus de contrôle. Mais faut reconnaître qu'il y a une force là, suprême en haut de nous qui est quand même en faveur. Il y a plusieurs messages qu'on reçoit qui sont encore autour de la reddition de comptes, les résultats, des mesures de performance. Il semble que c'est des mots qu'on entend à quelques reprises par les temps qui courent. Ça peut être démobilisant ou démotivant, puis ça amène justement à même du benchmarking. Là, j'ai pas vraiment le terme parfait en français pour ça, mais le benchmarking, c'est carrément de comparer la performance basée. On va prendre le meilleur, puis on va comparer avec le meilleur pour montrer que t'es pas assez bon. Bon, mais encore là, il y a plein de choses. Mais s'il y a des gens qui travaillent moindrement dans tout ce qui est service un peu plus à la communauté, services de nature sociale, des services dans l'enseignement ou de tout ce qui est avec les humains, premièrement, la performance, ça ne peut pas être toujours quantifié. Là, il y a plein de choses qu'on fait, plein qui sont beaucoup plus dans la qualité, puis qu'après ça, qui vont semer des graines, qui vont avoir un effet multiplicateur, qu'on pourra pas capter, mais on le sait. Nous, on le voit, on le sait, on en est convaincu, mais c'est difficile de convaincre nos décideurs. Moi, vous voyez, à un moment donné, j'aime beaucoup Horacio Arruda, ça a été quelqu'un de très important dans ma vie, puis à un moment donné, quand nous, à Lac-Mégantic, on a dit, regarde, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, mais on a l'idée de faire quelque chose différemment. Là, on voit que la communauté gagnerait à avoir une approche alternative. Il nous a dit, parfait, ça. Il y a eu quelques petites négociations, mais à un moment donné, il a dit, combien vous demandez, puis go. Puis là, ça a presque été trop facile, dans le sens qu'on a eu l'argent, puis page blanche. Donc, on n'a eu aucune reddition de compte. Je me suis toujours demandé s'il avait oublié de nous demander. Mais parce que on a eu une page blanche, puis on a pu construire au fur et à mesure. C'est encore relativement comme ça, dans le sens qu'on a vraiment pu se développer en fonction de notre écoute des besoins du terrain. Il y avait de quoi d'extraordinaire. Puis je l'ai revu récemment, Horacio, puis je dis, en tout cas, merci, je sais pas, d'après moi, tu as oublié ta reddition de compte. Il dit non, et j'ai décidé de vous faire confiance. Puis j'ai fait, wow, merci, parce que je pense que ça a fonctionné. Donc, laisser la place. Quand on parle de la reconnaissance au travail, c'est aussi de faire confiance aux gens, que tout peut pas être toujours d'une approche top-down, que devant les tempêtes, là, les environnements très changeants, la volatilité de nos milieux, à un moment donné, là, à l'intérieur de la boîte, on commence à être coincé, déplacé, puis nous, on est des composantes de cette boîte-là, puis laissez-nous un peu nous auto-organiser, laissez-nous vous soulever des façons, de laisser émerger des solutions qui pourraient
faire du sens pour nous, puis juste de se sentir écouté, reconnu, d'être dans une culture où est-ce qu'on peut laisser émerger des solutions puis qu'on nous fait confiance. Je suis convaincue que les gens vont rester plus longtemps au travail, vont être plus satisfaits. Puis ultimement, la performance, si c'est pas juste des chiffres, mais du bien-être puis de la qualité, on va l'atteindre de cette façon-là. J'en suis absolument convaincue, mais ça demande du courage. Ça demande du courage idéalement à l'échelle plus sociétale ou gouvernementale, mais après ça, à l'échelle aussi managériale, à l'échelle d'une organisation, de dire, je vous laisse un peu de lousse, je sais pas trop où est-ce que ça va mener, mais je vous fais confiance, puis je pense que ça peut changer complètement la donne. Ça serait dans mon monde de licorne, ça vers quoi on devrait tendre. Mais je pense pas que c'est juste un monde de licorne, je pense que c'est atteignable. Tu sais, en tout cas, nous, on le fait, puis je décide de faire confiance à plus de gens, moi aussi. Mais quel magnifique mot de la fin. Bien, merci vraiment, Mélissa, pour tes réponses très, très claires. Je pense que ça nous a toutes aidés à se sentir comprises, vraiment, là, on se sent moins seul là-dedans. Puis, on repart aussi avec des outils concrets qui font la différence aussi, là, dans notre quotidien. Donc, merci beaucoup, Mélissa, d'avoir été là. Merci aussi aux gens qui nous écoutent, que ce soit en présence en ce moment ou plus tard, lorsque le balado sortira. Merci à tous. Merci.